Donc ce dossier vidéo fait suite, comme prévu, au dossier précédent sur les juifs célèbres, les Giborim. À contre-courant de ce que nous apprend la médiathèque mondiale sur le peuple juif, le peuple Israël a produit une telle quantité de champions de niveau international et mondial que cela a dû faire l'objet d'un dossier spécial dans mon livre intitulé Gibor et Sport. Mais pour comprendre le silence assourdissant sur ce sujet dans la littérature et la médiathèque juive, il faudra s'en remettre encore à un autre dossier du livre intitulé Le yin et le yang et les deux Israël. Il se trouve que la méconnaissance du peuple juif par les non-juifs et surtout par les juifs eux-mêmes est telle que ça en est effarant. Et nous allons voir que, bien que dans le monde des ignorants, le monde du sport ne rime pas avec les attributs du peuple juif, bien au contraire, dans le domaine du sport aussi, les Bnei Israël ont fourni une moisson incroyable de Giborim. Mis à part les guerriers bibliques, David contre Goliath et Samson, nous apprenons par, entre guillemets, la presse et les médias des époques ultérieures qu'en 853 avant notre ère, l'Assyrien Salmanasar est battu par le roi Akab d'Israël, successeur d'Omri, avec 2000 chars et 10 000 guerriers et ses alliés. Mais en 723, l'Assyrien Sargon II prend sa revanche et conquiert Israël. Toutefois, les compagnies de chars juifs seront intégrées à l'armée assyrienne car elles étaient réputées. En 161, Juda Maccabée, qui a repris le contrôle de Jérusalem en 164, proclame la création d'un État juif indépendant en Judée, qui était alors une province grecque. Vers les années 30, le royaume est vassal de Rome. Les soldats juifs se trouvent dans toutes les armées, parmi eux beaucoup d'officiers de haut rang. En 27, il y a 6 millions de juifs dans l'ensemble des territoires contrôlés par Rome, soit 10% de la population. Mais après la bataille pour Jérusalem lors de la destruction du deuxième temple par les Romains, Flavius Joseph évalue les pertes juives à 1 197 000, soit le tiers de la population. À cette époque, il y a 7 millions de juifs dans le monde, 2 en Judée-Samarie, 3 dans l'Empire romain, 1 dans l'Empire parthe et le dernier ailleurs. En 130 après Jésus-Christ, Ben Kosba reprend Jérusalem contre les Romains pendant 5 ans. Mais le sport existait déjà en ces temps-là. Il faisait partie de la culture gréco-romaine qui séduisait la population juive, qui en adoptait les usages. Et, bien avant l'ère chrétienne, Jérusalem possédait un gymnase. Hérode, roi de Judée, fit construire l'un des premiers stades. Et Resh Lakish, le fameux gladiateur devenu rabbin, y connut des heures de gloire. Plus tard, au XVe siècle, le dénommé Hoth était considéré comme le meilleur lutteur de l'époque. Au début
du 19e, l'Anglais Daniel Mendoza, surnommé Étoile d'Israël, fut un boxeur de légende. C'est le père de la boxe scientifique. Après un vide d'une quinzaine de siècles, apparaît à la fin du 19e l'internationalisation du sport avant sa mondialisation au XXe siècle. Ce sera la résultante de nombreux facteurs, dont la révolution industrielle et sociale et la naissance de nouvelles nations y participant, ainsi que développement et le succès des sports collectifs. S'y ajoutent d'autres arguments spécifiques discutables pour le peuple juif. Jonathan Arfi, auteur de l'épopée des Juifs dans le sport, écrit dans Cyber Partner au sujet de la reconquête du sport à la fin du XIXe siècle. Dans un même mouvement, on constate la montée des nationalismes européens, notamment en Europe centrale et orientale, et la création de nombreux clubs sportifs sur des critères ethniques. Le monde juif n'échappe pas à ces révolutions. Sur le plan politique, le sionisme et le bundisme réveillent la volonté d'émancipation des masses juives d'Europe centrale. Sur le plan sportif, des clubs juifs se créent à travers l'Europe. Le Bar Kochba Berlin en 1898, l'Akoar Vienne en 1909 ou l'Agibor Prague, avec des milliers d'adhérents. Ils marqueront l'histoire sportive de la première moitié du XXe siècle. En moins d'une quinzaine d'années, une centaine de clubs juifs sont créés. Si ces clubs se veulent avant tout une réponse à l'antisémitisme des clubs traditionnels interdits aux athlètes juifs, Max Nordau comprend avant les autres qu'ils doivent être les fers de lance de la volonté d'émancipation politique des populations juives. En préambule du second congrès sioniste de 1898, il lance un appel solennel au développement de l'éducation physique et sportive au sein des masses juives. Philippe Assoulen, auteur du livre très documenté « Les champions juifs dans l'histoire », écrit « Au sein même de l'élite juive, les critiques sont très dures sur le corps juif. Les adeptes des Lumières juives tiennent la société juive traditionnelle pour responsable de la misère économique et morale de leur communauté. Les Juifs d'Europe orientale sont pauvres et trop investis dans l'étude, chétifs et de faible constitution. Ils sont atteints de passivité et d'impuissance. Les sionistes Herzl et Nordau partent de ce constat de dégénérescence physique pour réveiller entre guillemets le corps juif à la fin du XIXe siècle. Ils sont à l'origine d'une révolution du corps. Soucieux de réfuter les préjugés, les sionistes espèrent transformer les juifs chétifs en hommes solides. La création d'organisations sportives et les multiples discours en faveur du sport serviront un seul but, le renforcement corporel qui permettra aux juifs de devenir de nouveaux juifs. Je donnerai mon avis sur ces deux extraits en fin d'exposé. Il est impossible de décrire et citer ici dans le détail tous les athlètes, tant il y en a eu
ne serait-ce que de champion du monde, record du monde et médaille d'or aux Jeux olympiques. Je n'évoquerai donc que quelques cas emblématiques. Aux Jeux olympiques de 1924 à Paris, l'Anglais Harold Morris Abraham est le premier Européen médaillé d'or aux 100 mètres, égalant le record du monde. Il est le héros du film de Hugh Hudson, Les chariots de feu, qui reçut 4 Oscars. En 1923, l'équipe de foot du club omnisport viennois à Coire écrase chez lui le champion anglais West Ham par 5-0. Les Anglais étaient considérés alors comme les meilleurs du monde. La Coire sera 2 années de suite champion d'Autriche. Puis l'équipe sera décimée quand les footballeurs vainqueurs vont décider de poursuivre leur carrière aux USA où ils s'étaient fortement sollicités. Le club met alors l'action sur la section de natation qui va dominer les sports aquatiques autrichiens pendant 15 ans. Judith Deutsch bat 12 records nationaux en 1935 et refusera de participer aux Jeux olympiques de Berlin comme ses coéquipières. Elle sera interdite de compétition à vie. Tous ces records seront effacés des registres officiels. Après l'annexion, suite référendum de l'Autriche à l'Allemagne, les clubs juifs sont dissous. Les responsables du club, anticipant la tragédie, organisent le départ des athlètes vers les États-Unis et la Palestine, entre autres. Aux Jeux olympiques de 1928, il y a 5 athlètes juives dans l'équipe de gymnastique médaille d'or. L'escrimeuse allemande Hélène Mayer devient championne olympique en 1928 à 18 ans, puis s'affirme comme la meilleure escrimeuse au monde, remportant plusieurs championnats du monde. Aux Jeux olympiques de 1936, les avis sont partagés aux USA pour la participation aux Jeux olympiques, car les champions juifs allemands sont exclus de la compétition par Hitler. Un marchandage aura lieu entre l'Allemagne et les États-Unis qui aboutit finalement à la sélection de Mayer, qui sera le seul représentant juif allemand aux Jeux olympiques. Les USA participeront donc aux JO de Berlin 1936. Le sprinter noir Jesse Owens gagne le 100 mètres, le 200 mètres et le saut en longueur. Pour le relais 4x100, il doit être accompagné des sprinters juifs Marty Glickman et Sam Stoller. Mais dans les tribunes, ça s'agite. C'en est trop pour Hitler. Le représentant américain Brundage est à ses côtés et finalement, une terrible nouvelle tombe, choquant une partie des spectateurs.
Le commentateur de la BBC, Harold Abrahams, n'en croit pas ses yeux. La course se fera sans les Juifs. À l'épreuve féminine de fleuret, 3 Juives sont en piste. L'Autrichienne Helen Price, déjà médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1932 et qui sera d'ailleurs médaille de bronze en 1948. La Hongroise Ilona Elek qui sera médaille d'or en 1948 et médaille d'argent en 1952. Et l'Allemande Hélène Mayer. Finalement, c'est Elek qui va gagner l'or devant Mayer. Et Price aura la médaille de bronze. Les 3 femmes montent sur le podium devant Hitler. Et Mayer, dépité et déçu de ne pas avoir eu la médaille d'or, effectue le salut hitlérien. Puis le lutteur hongrois Károly Kárpáti, déjà médaille d'argent en 1932, décroche la médaille d'or en battant l'Allemand Erl devant Hitler. Le Hongrois André Cabos, champion du monde de sabre par équipe en 1931, 1933, 1934 et 1935, gagne les 2 médailles d'or par équipe et en individuel. Ibolia Ksak remporte le saut en hauteur en l'absence de l'Allemande Gretel Bergmann, considérée comme la plus grande athlète de l'époque, écartée par Hitler parce que juive. Malgré l'absence des Allemands et les refus de participer, les athlètes juifs remporteront à ces Jeux 16 médailles dont 10 d'or. La réussite des champions juifs sera un pied de nez à Hitler. Mais la majorité des champions des pays occupés par l'Allemagne seront assassinés par les nazis. Matthias Sindelar, meilleur joueur de foot autrichien de tous les temps, surnommé le Mozart du foot, est assassiné par la Gestapo en 1939. Le plus jeune champion du monde de boxe français, Victor Young Pérez, sera déporté et exécuté. Alfred Nakache, champion de France de natation, bat en 1941 le record du monde 200 mètres papillon et le record d'Europe 100 mètres papillon. Il est également record du 400 mètres nage libre en 1942. Il sera déporté, mais libéré en 1945. Il remportera encore de nombreux titres. Remarque, les champions juifs ont remporté
72 médailles d'or individuelles et 93 médailles en paire, en relais ou en équipe, que je divise par 4 pour le décompte, soit l'équivalent de 72 plus 93 sur 4, c'est-à-dire 95. Donc, les Israëls sont ici très bien classés à la 13e place. Mais il y a mieux. Si on considère le nombre de médailles d'or par habitant, le classement devient premier Finlande, deuxième Hongrie, troisième Suède et quatrième les Bné Israël. Le peuple juif se trouve quatrième en nombre de médailles d'or par habitant aux Jeux olympiques. Il faut rappeler que dans ces classements, nos champions ne sont pas décomptés des pays pour lesquels ils ont participé et auxquels il faudrait déduire les médailles, notamment pour la Hongrie qui est très bien classée. D'autre part, qu'en serait-il s'il n'y avait pas eu la Shoah, le massacre de près de la moitié du peuple Israël? Il faut rappeler aussi les absents de 1936 qui ont refusé de participer aux Jeux, ainsi que les athlètes juifs allemands écartés par Hitler de ces Jeux. Quant aux champions israéliens, ils ne figurent pas dans ce dossier car ils méritent un dossier spécial. Donc, dans le classement ci-dessus, le potentiel sportif du peuple Israël est largement sous-évalué. Il y a eu environ 40 champions du monde juif. En France, Young Pérez, Robert Cohen, Alphonse Halimi, Fabrice Bénichou. Aux USA, Phil Rosenberg boxa pour retirer ses frères et sœurs de l'orphelinat et compta Al Capone comme supporter. Mushy Callahan devint entraîneur des stars, Kirk Douglas, Errol Flynn, Elvis Presley. Barney Ross fut un héros de la guerre du Pacifique dans les marines. L'Israélien Yuri Foreman devient champion du monde à Las Vegas le 14 novembre 2009. Il étudie dans une école talmudique Lubavitch à Brooklyn. Il sera ordonné rabbin à New York. Entre la guerre de 14 et la guerre de 40, pendant ces 26 années, il y a eu 26 champions du monde américains juifs. Étonnant, non? Encore le chiffre 26, on en reparlera. La majorité des boxeurs qui vont être cités dans la liste suivante ont été champions du monde. Quelques-uns y figurent parce qu'ils furent champions olympiques, champions continentaux ou champions d'Europe. Dans les films d'aventure, les films de guerre, péplum et films de science-fiction, en passant par les westerns du cinéma américain,
Les acteurs ont en général le physique de l'emploi et en principe la condition physique qui va avec. Voici quelques exemples célèbres de héros plus ou moins castagneurs. Compte tenu des résultats obtenus, sachant que le sport n'est pas le domaine de prédilection des Guibors, qu'en est-il ailleurs? Imaginons qu'il soit attribué des médailles d'or dans toutes les disciplines, de la science, des arts, de la littérature, de la politique, du spectacle, etc., où les Guibors excellent. Quel serait alors le résultat? Deuxième remarque, à propos des causes de la réhabilitation du sport parmi les Bné Israël, la renaissance du sport fut un mouvement général couvrant les nations européennes fin du 19e, début du 20e siècle. L'apparition des sports collectifs venus de Grande-Bretagne, football, basketball, volleyball, handball, rugby, etc. en est témoin. Si des motivations spécifiquement juives ont existé du fait des délires antisémites, elles concernent plus les initiateurs, les créateurs de clubs et parfois les entraîneurs que les acteurs eux-mêmes. Il ne faut pas oublier l'existence de l'esprit sportif qui anime la majorité des jeunes champions et des autres, et qui est parfois loin des considérations précédentes. Il ne s'agit pas de revanche, d'envie d'abattre un ennemi, mais plutôt d'améliorer ses performances, de triompher des adversaires, ce qui signifie franchir la barre plus haut, se dépasser par rapport à soi-même. On retrouve là l'état d'esprit indépendant du Guibor, du Sabra fort et fier, et non d'une victime revancharde. Troisième remarque. La majorité des adhérents des grands clubs juifs du début du siècle précédent, comme les grands champions des époques ultérieures jusqu'à nos jours, sont maintenant beaucoup plus souvent de tendance humaniste, sioniste que de tendance théiste. Le moment est venu au XXIe siècle de tirer les conséquences et d'évoquer sérieusement les solutions à proposer pour supprimer le schisme entre théisme et humanisme dans la nation des enfants d'Israël. Cet exposé illustre aussi le fait qu'une grande partie du peuple juif ignore les autres faces du peuple juif. Et je vous invite à lire sur le sujet le dossier intitulé Le yin et le yang et les deux Israël dans mon livre
300 millions de juifs ou rien.